Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW S1000 XR de 2022. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, je peux vous présenter cette machine qui est toute neuve grâce à la concession BMW de la région rouennaise qui s'appelle Normandie Moto. Merci encore à eux de m'avoir prêté cette machine. Si vous suivez mes tests depuis longtemps, vous aviez peut-être déjà vu les tests des S1000R ou S1000RR, deux machines qui ont maintenant plusieurs années mais qui sont toujours vendues dans des versions différentes à l'heure actuelle. Et dans cette gamme, il y a cette S1000 XR qui est dans la gamme des trails chez BMW, mais clairement c'est la version énervée, le modèle le plus performant et aussi très certainement le plus sport. Cette S1000 XR est globalement une S1000R, donc le roadster sport de chez BM, mais ce coup-ci avec une position, vous voyez, beaucoup plus typée trail. On est très haut, très droit, et sinon au niveau des performances on retrouve bien la même chose que sur la S1000R. Aujourd'hui, en plus, au niveau de l'esthétique, cette moto a le pack M. Ce qui est le plus visible dans ce pack, c'est bien sûr la finition qui reprend les couleurs de chez BMW M Motorsport. Comme je vous le disais, le moteur est strictement identique à celui de la S1000R, donc il s'agit d'un 4 cylindres en ligne, à refroidissement liquide et injection bien sûr. Celui-ci développe 165 chevaux. Et la moto est donnée pour un poids tout plein fait aux alentours des 230 kg. Comme je vous le disais, cette machine m'a été prêtée par la concession Normandie Moto, près de Rouen. Et donc, vous vous en doutez, la machine est pétée d'options. Elle a même ce qui s'appelle maintenant le pack Pro, qui reprend en fait tous les packs d'options disponibles sur cette machine. Et en plus, on a aussi la finition pack M. Alors déjà, cette finition M, ça comprend le coloris, vous le voyez, en blanc avec les bandes du logo M. On a des jantes allégées siglées M. On a le kitchen sans entretien, c'est un kitchen qui n'a pas besoin d'être graissé, pareil, c'est dans le pack M. On a également la batterie qui a été remplacée par un modèle plus léger lithium-ion. Normalement dans le pack M on a aussi une bulle plus courte, mais ils m'ont dit qu'ils ont préféré laisser une bulle un peu haute parce que la bulle courte visiblement ne sert pas à grand chose, c'est plus pour l'esthétique. Et la sellerie également est différente sur ce pack M, là on a une selle siglée M. Bon, j'en oublie certainement, il y a tellement d'équipements sur cette moto et d'options que ça me reviendra probablement au fil du test, mais sachez que le modèle que je teste aujourd'hui est vraiment full option, donc si vous la prenez avec le pack M et le pack Pro, logiquement vous aurez la même chose que ce que je teste aujourd'hui. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt une bonne surprise. La machine, comme je vous l'ai dit, elle est très haute, très large, elle est un peu imposante, elle fait presque un peu peur. Et pourtant, aujourd'hui, moi qui ne suis pas très grand, je fais 1m70, j'arrive à l'utiliser sans problème. Le seul souci, c'est lorsque je dois mettre le pied au sol. La moto est haute, la selle est relativement fine, le réservoir aussi, mais malheureusement, j'ai quand même du mal à toucher le sol. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai réglé les suspensions en position le plus bas possible afin de maximiser mon appui au sol, mais malgré ça, j'ai toujours un peu de mal à mettre les pieds par terre. Sinon, la position est surprenante car venant à la base d'une S1000R, on serait en droit de s'attendre à quelque chose de quand même un peu sport au niveau de la position, alors que pas du tout. On est vraiment sur une pure position de trail, on est quasiment droit, à la verticale, le guidon est gigantesque, ça nous donne un excellent bras de levier, et on est purement sur une position de trail. D'ailleurs, cette position permet, si on le désire, de prendre les infos sans difficulté. Là, vous voyez que je peux me retourner pour vérifier ce qui se passe derrière moi, et ça sans lâcher le guidon. Les rétros sur ce modèle sont sur le guidon, très sur l'extérieur, un petit peu relevés, donc je vois qu'à peine mes bras dans les miroirs. Forcément, par contre, on est obligé de tourner la tête pour vérifier ce qui se passe dans les miroirs. On ne peut pas voir ce qui se passe derrière nous en regardant devant. C'est en dehors de notre champ de vision.
Alors dans ce pack M, j'ai oublié de préciser qu'on a également l'échappement. On a un silencieux Akrapovic et clairement celui-ci reprend exactement le même look que l'échappement d'origine, c'est juste siglé Akrapovic. Et au niveau de la sonorité, je suis très déçu. Pour l'instant, je suis essentiellement en agglomération et en restant à mi-régime, même à plutôt bas régime, on ne l'entend pas du tout cet échappement. On a juste un petit feulement très discret. Et là on va essayer d'accélérer un peu plus, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, je mets de grosses réserves sur la sonorité de cet échappement. D'ailleurs, je sors de l'agglomération, j'accélère fort. Bon, ça monte dans les tours, c'est un véritable missile. Par contre, vous devez entendre le vent, mais impossible pour vous d'entendre l'échappement. D'ailleurs, même moi, je ne l'entends pas. Cet échappement Akrapovic n'a globalement aucune sonorité. On ne l'entend pas du tout, même en montant dans les tours. La machine, comme je vous le disais, elle a une petite bulle, elle est réglable d'ailleurs sur 2 positions. Pour l'instant, elle est en position basse et dès les 60 km/h, j'ai énormément d'air sur moi. Je le mets en position haute. Bon, ça a l'air d'être un poil mieux, mais une fois de plus, j'aime mettre grosse réserve sur l'efficacité de cette bulle. Allez, je la remets en position basse, on verra ça tout à l'heure. Maintenant, j'arrive sur le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Cette machine est vraiment extrêmement facile, très manœuvrable. On sent pas vraiment le poids. On sent qu'on est sur une machine un peu grosse, un peu imposante, mais c'est plus le gabarit entre vos jambes et l'inertie du modèle qui trahissent le poids. C'est pas difficile à manœuvrer. Maintenant, je m'arrête et on va utiliser comme d'habitude cette route afin de tester l'accélération. Donc je rappelle qu'on est sur un moteur qui développe 165 chevaux. Cette machine est bien sûr bardée d'électronique comme sur la plupart des motos récentes de chez BM. On a d'ailleurs, vu qu'il y a toutes les options, le mode Dynamic Pro qui est un mode totalement configurable. Vous pouvez configurer la réponse au gaz, le frein moteur, l'anti-wheeling, enfin vous pouvez tout configurer. Sinon, d'origine, si vous ne prenez pas le pack qui contient le Dynamic Pro, vous avez le mode pluie, ensuite le mode route, puis le mode dynamique. Donc ce que je vais faire moi, pour que ce soit plus représentatif pour vous, car tout le monde ne prendra pas forcément le mode Dynamic Pro. Je vais tester une première fois l'accélération sur le mode route, qui est le mode standard. Et normalement, en mode route, on a déjà le maximum de la puissance. C'est la réponse à l'accélération et les aides qui sont configurées différemment. Et une fois que j'aurai fait ça, dans l'autre sens, je me mettrai en mode dynamique, afin de voir s'il y a une réelle différence. Allez, on est parti. Let's go! Alors j'ai oublié de le préciser également, cette moto est équipée d'un shifter up and down et je crois que c'est d'origine, je suis même pas sûr que ce soit dans un pack d'options. Let's go! Bon, de toute façon, vous l'aurez compris, comme sur la plupart des 4 cylindres en ligne, on n'a même pas besoin de changer de vitesse, on dépasse les 100 km/h en première sans forcer. Donc oui, c'est performant, mais une fois de plus, au niveau de la sonorité, je suis très déçu. Et même au niveau des sensations, pour l'instant ça manque de brutalité, ça manque de sport. Et surtout, je trouve ça très mou avant les 5-6 000. C'est surprenant. On va refaire la même chose dans l'autre mode, on verra si on a une sensation différente. Ici, bien sûr, je vais vérifier si ça braque bien. Donc vous voyez que je suis sur la pointe des pieds des deux côtés. Et en plus, j'ai un peu de mal à chaque fois à mettre le pied au sol parce que ça tape sur les repose-pieds. Je suis un peu en galère. Donc je vais essayer, vous voyez, de mettre un pied à plat, l'autre sur le frein. Et la moto est vraiment haute. En plus, je le répète, je suis avec les suspensions réglées au plus bas.
Je braque à fond. On voit que l'angle est quand même pas trop mal. Par contre, le guidon est énorme, donc ça m'oblige à me pencher vers l'avant pour maintenir mes mains dessus. Allez, on avance lentement. Est-ce que je vais réussir sans sortir de la route? Eh bien oui, ça passe. Donc ça braque convenablement. Maintenant, je change de mode. Je me mets en mode dynamique. Donc logiquement, ça devrait mettre une réponse à l'accélération un peu plus franche. Et on est reparti pour le test d'accélération. Ensuite, je teste le freinage. Bon, franchement, j'ai pas senti de grosse différence. Maintenant, je vais freiner. Frein arrière, ça freine pas trop mal. Frein avant, le frein avant est délirant. Et je sais pas exactement comment est conçu ce frein, mais j'ai l'impression qu'il y a une aide au freinage. Lorsque je freine un peu fort, au bout d'un moment, j'ai l'impression que la machine, elle freine encore plus fort sans que je mette plus de pression. Il y a peut-être une aide au freinage d'urgence, hein, je ne sais pas. Alors comme souvent chez BMW, le freinage est confié à Brembo, et vous l'avez vu, ça freine super bien. Les leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, sont réglables en écartement. Mais j'avoue que même en mettant tout ça au plus près, c'est toujours un petit peu loin pour moi. Bon, pour l'instant, je vais rester en mode dynamique, parce que le mode road, ça me semblait vraiment mou, surtout à bas régime. Maintenant, un rond-point, et cette machine, vous voyez, se bascule vraiment sans difficulté. Ça, c'est le gros point fort de cette machine, et je réaccélère fort. Et comme je le disais, il faut absolument attendre d'être à 6-7 000 avant qu'il se passe quelque chose. Mais après, c'est une fusée. Et ce freinage, les amis, bon, comme d'habitude, j'oublie tout le temps d'utiliser le shifter. Je suis incorrigible là-dessus, et c'est dommage, parce que sur cette moto, le shifter, il fonctionne plutôt bien. Par contre, la sensation au sélecteur est un peu différente de ce que j'ai habituellement. Il faut appuyer relativement fort, que ce soit pour monter ou descendre les rapports, mais ça passe sans à-coups, sans brusquerie, ça fonctionne très bien. Là, vous voyez que je redescends mes rapports, aucun problème. Les commodos sur cette machine sont, on va dire, typiques ABM. On retrouve sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage. On a également le régulateur de vitesse, le bouton pour régler les suspensions. On a aussi une espèce de molette qui permet de naviguer dans les menus. Sur la droite, on a les poignées chauffantes qui sont en option, bien sûr, démarreur, coupe-circuit et le bouton qui permet de changer de mode. En plus, vous voyez qu'il y a le petit bouton SOS qui permet d'appeler les secours si vous avez un accident ou si vous constatez un accident. Ça, pareil, c'est une option. Le tableau de bord est lui confié à un très grand écran à cristaux liquides couleur. C'est à peu près la même chose que sur les autres BM récentes, hein, il faut l'avouer, et c'est toujours aussi bon. D'ailleurs, l'écran est avec une surface mat, donc c'est assez lisible, même quand le soleil tape dessus. C'est très complet, hein. Vous avez bien sûr votre vitesse, le contour, le rapport engagé, les différents modes. Vous pouvez même avoir l'inclinaison que vous prenez à chaque virage, la force de votre freinage, les consos instantanés, moyennes, la pression des pneus, les différentes aides, les configurations, enfin il y a absolument tout. C'est bien sûr disponible en français. C'est plutôt intuitif une fois qu'on a pris juste 2 minutes pour comprendre comment ça fonctionne. Ici, je vais vérifier la souplesse de ce moteur, vu que les 4 cylindres en ligne sont toujours très bons dans ce domaine. Là, vous voyez que je suis à 30 km/h en 6e. Je touche à rien. Et la machine, elle reste sur sa lancée. Une fois de plus, une souplesse exceptionnelle. Et si j'essaie de réaccélérer, vous voyez que ça repart. Hein. Il n'y a aucun tremblement, aucune brusquerie. Ce moteur est vraiment d'une efficacité, peu importe le régime auquel vous êtes. Et c'est d'ailleurs peut-être le problème. C'est que ce moteur est tellement souple à bas régime qu'il incite, lorsque vous êtes en ville et dans en roulage normal, ça incite
à faire de l'éco-conduite, à être plutôt donc à très bas régime. Et le problème, c'est que dans ces situations-là, avant les 6000 tours, eh ben, le moteur, il n'a pas de patate. Hein. Si vous essayez de reprendre, il le fait, c'est efficace, mais il n'y a aucune sensation, il n'y a aucun plaisir à rouler comme ça. Et c'est vraiment dommage. Là, de nouveau, vous voyez que c'est très maniable. Sur cette machine, on a des roues en 17 pouces. C'est du 120 à l'avant et je sais plus si c'est un 180 ou 190 à l'arrière. J'avoue que ça m'échappe maintenant. J'arrive maintenant sur un Dodan que je prends à 30 km/h. Je suis actuellement en mode road et c'est déjà très ferme. Je vais passer maintenant en mode dynamique. Je me suis trompé. J'étais en mode dynamique et maintenant là je suis en mode road. Donc je vais reprendre un Dodan, toujours à 30 km/h. Ouais, là maintenant c'est un peu plus mou, mais ça reste toujours un peu sec au niveau des comment dire, du comportement. Allez la poule. C'est sur cette machine, on a une grosse fourche à l'avant inversée bien sûr de chez Marzocchi, et à l'arrière l'amortisseur, je crois aussi qu'il vient de chez Marzocchi. Tout est réglable électroniquement, vous l'aurez compris. Bon, je me suis remis en mode dynamique pour l'injection, mode dynamique pour les suspensions. Maintenant, voyons ce que ça donne dans une succession de virages. Vous voyez que le shifter fonctionne très bien. On se retrouve tout de suite à des vitesses dingues, et ça sans forcément monter très haut dans les tours. Et comme je vous le disais, le problème en fait, c'est de vraiment utiliser le moteur. Si on reste avant les 6000 tours, le moteur est efficace mais très peu sensationnel. Et si vous montez au-delà des 6000 tours, vous avez tellement de patates qu'au final c'est très très difficile à gérer, quoi. Et c'est uniquement à partir de 8-9 000 tours qu'on commence à entendre l'échappement. Et ce freinage, les amis, au final j'ai limite plus de sensations au freinage qu'à l'accélération. Ce frein est dingue. Alors de nouveau un rond-point. Vous voyez que ça se balance toujours aussi facilement. Prise d'info impeccable. Et je réaccélère fort. Ai-je besoin de préciser qu'une fois dans les tours, ce moteur est une arme? Vous l'avez constaté, on se retrouve catapulté à des vitesses inavouables. On retrouve bien là les performances de la S1000R. Par contre, ce que personnellement j'aime pas trop, c'est qu'on est vraiment obligé de mettre une rotation de la poignée énorme pour que ça parte. C'est vraiment très 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 cool, je dirais, sur pratiquement la moitié de la rotation, et ensuite ça vous catapulte. Et j'ai essayé avec tous les modes différents, même avec le mode dynamique pro qui est complètement configurable. Eh bien la réponse à la poignée est toujours un peu trop molle à mon goût. On va maintenant passer sur l'autoroute, donc vous vous doutez bien qu'il ne devrait pas y avoir de problème avec une machine aussi performante. D'ailleurs, je double déjà. Bon, vous l'avez pu le constater, les performances sont vraiment dingues. Le problème par contre, c'est qu'arrivé à très haute vitesse, on sent que ça commence à louvoyer un peu. Heureusement qu'il y a un amortisseur de direction, et au niveau de la protection, c'est vraiment pas terrible. Heureusement qu'il y a des protèges poignets, j'ai pas trop de vent sur les doigts. Sinon, au niveau du buste, je suis très peu protégé, j'en ai sur les jambes, j'en ai sur la tête. Cette bulle, une fois de plus, n'est pas très très efficace. Je vais faire un test de reprise. Là, je suis en 6ème à environ 100 km/h. J'accélère à fond. Et vous voyez que j'ai même pas le temps d'annoncer la vitesse. Ça accélère vraiment super fort.
mais je le redis, c'est uniquement arrivé vers 6000 tours que là le moteur se réveille vraiment et que vous allez vous retrouver catapulté à des vitesses tout à fait déraisonnables. Il semblerait d'ailleurs que ce modèle soit bridé électroniquement à 250 km/h, un peu comme les voitures de chez BMW. On est sur une machine moderne, donc forcément au niveau de l'éclairage, tout est confié à des LED. À l'avant, sur ce modèle, on a en plus d'ailleurs l'éclairage pro, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est une option qui permet d'avoir un éclairage qui change de direction en fonction de l'inclinaison de la moto. Et l'autre particularité, vous pouvez le voir, c'est qu'à l'arrière, ce sont les clignotants qui servent également de feu arrière et de feu stop. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques, on va dire, dynamiques de cette S1000 XR. Maintenant parlons un petit peu de l'équipement. Je le répète, il y a énormément d'options sur cette machine. Déjà vous voyez devant moi qu'il y a un support pour un GPS, ça pareil c'est une option. À savoir que vous pouvez relier votre smartphone afin que l'écran de base fasse GPS, mais il n'y a pas réellement de carte, c'est juste une navigation qui vous dit tourne à gauche, tourne à droite. Au niveau pratique, cette moto d'origine, vous avez juste un rangement qui est sous la selle. Celui-ci n'est pas ridicule, il est même plutôt pas mal. Et vous avez un autre, j'allais l'oublier, un tout petit rangement devant moi, je l'ouvre, vous voyez, qui permet de mettre un transpondeur pour l'autoroute ou vos clés de chez vous. Enfin c'est tout petit, en plus ça ferme pas à clé. On a une prise 12 volts dans le carénage ici, mais malheureusement c'est pas un format USB ou un format standard, donc si vous voulez brancher quelque chose il vous faudra un adaptateur. D'origine, la machine est équipée afin de recevoir des valises ou un top case. Si vous désirez rouler avec un passager, il ne devrait pas y avoir de problème. La selle est suffisamment large, il y a des grosses poignées de maintien, ça devrait être bon. La consommation de ce modèle est donnée par BMW à environ 6 litres au 100. Et je vois que ça se confirme à peu près à ce qui est indiqué sur le tableau de bord. Donc je rappelle que le modèle que je teste aujourd'hui est tout neuf, hein, il vient juste de sortir, et je crois même que ce coloris M est vraiment très récent. Le modèle que je teste aujourd'hui vaut hors option 19 100 €. Mais celui que je vous présente, lui, il vaut 25 000. Donc vous voyez le delta, entre aucune option et toute option, vous avez environ 6 000 € d'écart. Au niveau de l'entretien, il faut savoir que cette machine est garantie 3 ans et les entretiens c'est tous les 10 000 km. Donc finalement, à qui se destine vraiment un véhicule de ce genre? C'est assez difficile pour moi de répondre parce que je vois pas vraiment en fait quelle est la clientèle privilégiée pour un modèle comme celui-ci. Si vous voulez vraiment des performances, si vous cherchez le sport à tout prix, vous irez très certainement vers la S1000R, qui est aussi performante, peut-être même encore plus vu qu'un peu plus légère, et avec une position bien plus adaptée, je dirais, à faire l'imbécile sur la route. Si à l'inverse vous cherchez une machine vraiment confortable pour faire de la grosse route, je suis pas sûr que ce soit la meilleure machine, et le comportement moteur peut vous sembler bizarre, vu que finalement si vous roulez à vitesse légale, en essayant en plus de faire un minimum d'éco-conduite, c'est-à-dire en préservant votre consommation, eh bien le moteur, bien que ce soit un 1000 cm3, ne vous donnera pas le sentiment de rouler sur une très grosse cylindrée, à moins d'être très haut dans les tours. Donc je ne sais pas. D'ailleurs, si vous êtes le possesseur de cette machine, que ce soit ce millésime 2022 ou les millésimes précédents bien sûr, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous a fait choisir ce modèle. Est-ce que vous l'avez trouvé finalement adapté à ce que vous recherchiez? Est-ce que vous avez des défauts à nous faire revenir? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Il semblerait que ce soit une machine plutôt populaire, on en croise quand même pas mal, et souvent d'ailleurs équipée de toute la bagagerie. Enfin voilà les amis, tout ce que je peux vous dire sur cette S1000 XR de 2022. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Je tiens encore à remercier la concession Normandie Moto qui m'a prêté cette machine, c'était très sympa de leur part.
Si vous avez apprécié le test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, et comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, mais à tous! Finalement, si on est pragmatique et si on veut rouler, on va dire au quotidien, je pense vraiment que la petite sœur de cette machine, la F900 XR, est très probablement plus adaptée. Elle est beaucoup moins chère, elle est déjà très performante et je ne pense pas qu'on ait réellement besoin de plus de performance. Après, bien sûr, on peut avoir envie de plus de performance.